Hello, hello! Alors, après une première tentative sans son, cette fois, normalement, ça doit fonctionner. Et donc, j'espère vous retrouver sur ce live-ci où j'ai décidé de vous partager. Hop, c'est pas le bon titre, on va enlever ça. Tac. J'ai décidé de vous partager quelques astuces pour générer plus de leads pour votre activité. Alors que vous soyez dans un business internet ou dans un business traditionnel, il y a quelques clés que je vais vous partager qui fonctionneront dans les deux mondes, sachant que les gens qui entreprennent sur internet ont également la possibilité d'aller chercher des clients dans les réseaux physiques, dans les réseaux traditionnels. Donc, j'ai recensé 15 clés que j'utilise, alors pas toujours avec la même vigueur, pas toujours avec la même régularité, mais en tout cas, ce sont des choses qui fonctionnent, des choses que je vais vous partager en se souvenant de la règle que je vous partageais l'autre jour, qui est d'abord de bien communiquer, de communiquer vraiment régulièrement avec votre cible, en expliquant ce que vous faites pour elle, de façon à ce qu'ils puissent bien évidemment bien vous adresser la parole, manifester leur intérêt pour votre offre et donc plus tard devenir client. Alors avant de rentrer et de vous partager ces 15 astuces, ces 15 façons de générer des leads, je voulais savoir si vous étiez avec moi et si vous aviez vous aussi quelques ressources à partager. Dites-moi comment vous faites aujourd'hui dans votre activité pour générer plus de contacts. Et qui dit plus de contacts, là c'est un peu la loi du nombre, hein, c'est mathématique. Plus vous avez de contacts, plus vous avez de prospects, plus vous avez de prospects, plus vous avez de clients potentiels. Donc comment est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre activité pour générer les contacts dont vous avez besoin pour vivre, pour alimenter votre business et quels sont les canaux que vous utilisez? Allez-y, dites-moi et je vais vous partager dans le même temps la petite mind map que j'ai travaillée pour vous. Si vous êtes toujours là, vos commentaires ne devraient pas tarder à m'arriver. Comment faites-vous aujourd'hui pour générer des prospects, des leads pour votre activité? Que vous ayez des tunnels de vente internet ou un tunnel de vente là aussi plus classique, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour générer des leads, toujours en plus grand nombre? Alors en attendant que ça se connecte, eh bien je vais continuer. Alors la première des choses, c'est pour moi d'abord effectivement les réseaux sociaux. Aujourd'hui on utilise Internet comme un véritable porte-voix qui permet de connecter avec son audience, pour peu qu'on le fasse en respectant ses valeurs, voilà, avec une parfaite intégrité, en ayant une communication authentique et qui soit un minimum storytelling. Donc on utilise beaucoup le storytelling sur les réseaux sociaux parce que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires et puis parce que ces histoires connectent sur un plan émotionnel avec la cible et c'est ce qui fait que ça les engage un petit peu plus que quand on fait de la publication froide, sans histoire et très orientée produit. Donc d'abord, ce que je vous déconseille absolument, c'est de faire du push de vos produits et que ce soit vos produits que vous mettiez sous le nez de vos clients, comme je le vois encore très souvent. Hein. Il y a même quelqu'un qui a commenté récemment sous un de mes posts, directement en mettant un lien vers ses produits. Je trouvais ça force de proposition, mais en même temps assez maladroit. Donc c'est pas la meilleure façon de faire. La façon la plus habile de faire, c'est de s'adresser à ses prospects comme on le ferait si on les croisait dans la rue, et effectivement en leur amenant progressivement le lien entre la solution et le problème qu'ils peuvent rencontrer. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a pléthore. Ceux qu'on utilise principalement, et si on se retrouve ici, c'est pas un hasard, Facebook, Insta. Pour je ne sais quelle raison, beaucoup d'entrepreneurs ont délaissé Twitter alors qu'on peut vraiment approcher des leads très qualifiés sur Twitter. Donc après ça dépend de la clientèle que vous visez bien sûr, mais si vous êtes sur des hauts décideurs, c'est une excellente source. LinkedIn également.
Donc chacun de ces réseaux ayant bien évidemment ses spécificités, et il faut respecter les codes et l'algorithme de chacun de ces canaux. Pinterest également, si vous êtes dans la mode, la beauté, tout ce qui est lié finalement au caractère visuel aussi, graphique, trouve vraiment son marché pour les métiers créatifs, beaucoup. Et puis YouTube, qu'on ne présente plus non plus, et qui, pour les personnes qui sont les plus à l'aise en vidéo, donne vraiment beaucoup de potentiel. Mais il faut y passer du temps. Et ça demande effectivement de publier régulièrement et d'être à l'aise en vidéo. Alors, l'autre source, parce que tout ça c'est bien, mais ça demande du temps, si on veut générer du trafic et des leads via les réseaux sociaux, il faut passer du temps à publier, il faut trouver des idées de contenu. Alors, je vous ai donné une petite méthode l'autre jour pour ça, mais ça nécessite toujours la ressource temps. Quand on a moins de temps, mais qu'on a un petit peu de budget, le mieux c'est d'utiliser le levier de la publicité en ligne. Ça peut être la pub Facebook comme la pub Google ou YouTube, qui permet de générer du trafic directement vers vos pages de vente ou votre site internet, même si la performance sera forcément moindre que si vous avez une vraie stratégie online de mise en place. Et quand on utilise les tunnels de vente pour promouvoir ses offres, eh bien c'est toujours intéressant d'utiliser la pub en ligne, parce que c'est celle qui va vous amener le plus de prospects si vous avez bien travaillé votre ciblage, et qui va vous donner un effet de levier puissant sur votre conversion, si vos tunnels sont bien optimisés, bien sûr. Donc là, c'est du trafic que Facebook va vous livrer directement, ou Google et YouTube, mais qui fonctionne un petit peu autrement. C'est-à-dire que si vous faites de la pub sur Google, c'est vraiment dans le but de favoriser votre référencement, et que les gens qui sont en recherche d'une solution, donc déjà des gens qui sont conscients du problème et qui sont acheteurs, pourraient trouver votre site ou votre e-commerce sur leur chemin. Alors que Facebook et YouTube, on va plutôt utiliser le levier de cette publicité-là quand on veut capter du trafic froid, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément conscients du problème qu'ils ont, ou en tout cas des gens qui ne sont pas en recherche active d'une solution. C'est-à-dire que votre publicité va s'afficher sur leur fil, que ce soit le fil d'actu Facebook ou les suggestions de YouTube ou les résultats de recherche, mais qui ne sont pas forcément en lien avec une recherche active d'un produit de leur part. Donc vous pouvez avoir votre pub qui arrive sous le nez d'un prospect alors qu'il est tout simplement en train de se détendre sur Facebook. C'est pour ça qu'il faut savoir l'interpeller d'une manière très particulière, pas comme on le ferait quand on fait de la pub Google traditionnelle, ou de la pub dans les journaux, dans les médias traditionnels. Vous pouvez également attirer des leads en publiant sur un blog. Ça peut être le vôtre, ça peut être le blog de différents partenaires, ça peut être, alors ça c'est plus d'actualité donc je l'enlève, c'était pour moi. En fait, vous pouvez être rédacteur web sur différentes plateformes. C'est pas uniquement le blog qui sera le vôtre, parce que là ça nécessite d'avoir un top référencement pour que vos articles puissent attirer du monde. Mais si vous n'avez pas un blog bien référencé, vous pouvez toujours suggérer, soumettre vos articles sur des blogs qui ont pignon sur rue, qui attirent beaucoup de visiteurs. Et là, eh bien, il faut y aller en proposant du contenu de qualité. Il faut essayer de trouver des partenaires qui vont effectivement promouvoir votre contenu et qui va vous ramener de la visibilité, de l'autorité sur votre marché. Une autre façon de générer des leads, c'est ce qu'on appelle le scrapping d'email, c'est-à-dire il y a des outils de growth hacking sur Internet qui vous permettent de récupérer les emails de différents inscrits sur différents sites, sur différentes plateformes. Avant, on pouvait le faire sur Facebook, on pouvait le faire sur LinkedIn. Maintenant, tout ça est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible quand on utilise des outils de growth hacking. Il y a des outils aussi qui vont chercher des emails dans des annuaires professionnels, et ça peut être un moyen derrière de faire de l'email marketing et de promouvoir votre offre. Bon, ça c'est vraiment à réserver aux plus expérimentés, aux gens qui sont de fins marketeurs, parce qu'évidemment derrière c'est beaucoup de quantité pour très peu de retours, et encore on a des retours que quand on a vraiment très très bien travaillé sur le marketing de son offre et également sur le copywriting de ses emails. Ensuite, il y a les partenariats.
Alors, trouver des partenaires, ça fonctionne dans tous les métiers. Et l'idée, c'est soit d'offrir une prise de parole. Alors, ça peut être, quand on est sur le web, une prise de parole sur la chaîne alors pas d'un concurrent, bien sûr, mais de quelqu'un qui a la même cible que vous dans son audience. Tout simplement, vous pouvez proposer à cette personne de l'interviewer ou de participer à un de ces événements. L'idée, c'est qu'effectivement, on vous voit à côté de cette personne, et que vous réalisiez un croisement d'audience. Les partenariats, ça peut être aussi la publication. Alors, ça rejoint un petit peu l'idée du blog que je vous citais tout à l'heure. L'interview, prise de parole, ça peut être sur des formats différents. Soit c'est dans un événement physique, ça peut être un séminaire, ça peut être une conférence, ou bien ça peut être une interview pour une chaîne YouTube, par exemple. Ça peut être un partage de liste, mais là, vous avez intérêt à avoir quelque chose à donner en retour. Généralement, c'est du donnant-donnant si vous faites un partage de liste avec de gros influenceurs. Ou tout simplement avoir des partenariats dans votre thématique. Si vous êtes coach, consultant, c'est d'arriver à avoir des gens qui ont une expertise complémentaire à la vôtre, une vraie complémentarité de compétences que vous allez pouvoir échanger, puisque si vous avez la même typologie de clientèle, l'idée ici, c'est de compléter le travail d'un collègue pour pouvoir faire effectivement cet échange de clientèle. Par exemple, typiquement, moi qui accompagne des entrepreneurs à développer leur aura sur le web et avoir un business qu'ils kiffent, qui les fait vibrer, qui les fait vivre. Pour toutes celles qui auraient besoin d'un accompagnement, d'un appui technique pour la réalisation du tunnel de vente ou de la publicité Facebook, c'est pas moi qui vais le faire. Et donc là, j'ai effectivement des partenaires, des consultants, dont Adrien fait partie, qui vont pouvoir intervenir aux côtés de mes clients et leur proposer cette prestation. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir cette complémentarité de compétences à proposer, parce que la réciproque peut être vraie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être bloqués dans la prestation technique sur une partie de stratégie et donc me renvoyer ses clients. L'affiliation peut également être un bon moyen de générer des leads. Donc là, effectivement, c'est proposer vos produits à un réseau d'affiliés. Donc il faut bien évidemment que vous ayez déjà un produit qui soit identifié comme un produit de qualité et que vous ayez l'inscription sur les bonnes plateformes pour que des gens puissent... Alors ça peut être 5 euros, ça peut être... pas 5 euros, ouais, enfin 5 euros d'une certaine manière, mais one TPE ou un TPE, je ne sais jamais si on le dit en français ou à l'anglaise ou un mix des deux comme je viens de le faire. Donc il existe différentes plateformes qui vous permettent effectivement de proposer vos produits à l'affiliation, mais c'est plus souvent vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que généralement, soit on est le gros influenceur qui va proposer ses produits à l'affiliation, soit on est le petit entrepreneur ou l'entrepreneur débutant qui va du coup être affilié d'un gros influenceur. Après, on n'oublie pas les rencontres physiques qui permettent là aussi de générer des leads. C'est tout ce qui est rencontres d'entrepreneurs, les meet-up, les séminaires, les conférences, partout où vous savez que votre cible sera présente, et bien faites en sorte d'y être également. Alors je sais qu'il y en a qui sont très forts pour ça, notamment de participer aux conférences, aux meet-up de leurs concurrents, dans le but d'être en contact avec leur propre cible, leurs propres clients. Est-ce éthique ou non, ça fait partie du jeu. Ça m'est arrivé d'en avoir moi aussi dans mes événements, mais c'est comme ça. Et l'idée, eh bien, c'est de faire ce qui vous semble le plus malin, le plus intelligent et le plus respectueux pour vous, de façon à rencontrer votre cible là où elle se trouve. Vous pouvez également réaliser tout ce qui est communiqué de presse, dossier presse ou convier la presse à un de vos événements de façon à faire parler de vous. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que l'on construit avec le temps. C'est pas forcément faisable dès le début, c'est pas forcément faisable pour tout le monde. J'évoque ici tout un tas de pistes que vous allez pouvoir prendre selon celles qui vous semblent les plus pertinentes. Mais en tout cas, la presse, c'est un excellent levier. Et quand on commence effectivement à lancer ses produits ou ses offres, y compris sur Internet, ça peut être un très très bon moyen de faire connaître un peu plus largement qui on est et ce que l'on propose. Alors il y a des plateformes d'ailleurs pour ça aujourd'hui.
qui sont assez bien conçus. Je peux vous le mettre là, comme ça vous aurez son nom. C'est Babbler. Je ne sais jamais s'il y a 1B ou 2B. Je crois que c'est 2B. Babbler. C'est une plateforme qui vous propose de vous adresser directement à la presse et vous proposer votre sujet. Alors, le mieux, c'est de vous faire accompagner pour ça par quelqu'un qui travaille en relations presse, chargé de relations presse, qui va vous rédiger tout ça correctement, parce que c'est pas comme quand on fait ses publications sur le web ou quand on fait de la pub. Là, ça demande une compétence un peu différente. Et là, vous avez tous les journalistes, en tout cas un nombre colossal de journalistes qui peuvent consulter thématique par thématique l'article que vous proposez et donc en faire la une dans leur canard. Vous savez que eux sont payés en fonction de la qualité de ce qu'ils ramènent et donc des articles qu'ils vont créer pour les journaux pour lesquels ils travaillent. Parce que beaucoup de journalistes sont des indépendants et donc ils cherchent toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Donc si vous avez un article intéressant, si vous offrez un point de vue un peu différent d'une thématique qu'ils auraient déjà traité ou qu'ils n'auraient pas du tout traité, eh bien ça peut être un bon moyen pour eux de prendre votre article et d'aller le publier quelque part. Donc Babbler, l'inscription est gratuite. Après, effectivement, vous avez des offres premium. Mais si vous voulez tester cette visibilité presse, voilà un site que je vous recommande. Ensuite, il y a le sponsoring, c'est-à-dire être partenaire d'un événement. Moi, je sais que je suis souvent sollicité pour des grands événements liés aux startups, parce que l'une de mes premières spécialités, c'est le pitch startup, donc aider les startups à lever des fonds grâce à la qualité de leur présentation, se rendre mémorable, remarquable, et faire en sorte de faire craquer, chavirer le cœur des investisseurs. Et du coup, on m'appelle très souvent pour des grands salons internationaux comme Vivatech, comme les Startup Weekend, le Hack 40 et compagnie. Donc quand je dis sponsoring, c'est pas un sponsoring payant, hein, c'est tout simplement effectivement être partenaire d'un événement particulier. Et ça peut être effectivement un bon moyen d'augmenter votre visibilité et de générer des leads, parce que tout de suite vous faites autorité sur votre niveau d'expertise, sur votre marché. Soutenir une cause, c'est aussi une chose qui vous ramènera des leads, parce que tout simplement le fait que vous défendiez une cause, que vous adhériez, que vous montriez vos valeurs quelque part, va vous rapprocher des personnes qui pourraient être sensibles à la même cause que vous. Alors ça peut être la protection de la nature, ça peut être la faim dans le monde, les enfants maltraités, etc. Vous avez différentes façons de soutenir une cause et de reverser tout ou partie de vos bénéfices. Alors tout, si vous êtes très généreux, une partie c'est déjà bien, ponctuellement ou de manière permanente, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est le genre de message auquel peut être tout à fait sensible votre cible, et donc que vous pouvez mettre en avant aussi. Il ne faut pas le faire pour ça. Si vous soutenez une cause, c'est d'abord parce que vous y croyez, mais en tout cas ça crée du lien, avec votre cible. Ensuite, mais ça irait plutôt dans l'idée des publications sur les réseaux sociaux, en tout cas associer ça à une technique de publication de masse, c'est-à-dire soyez vraiment présent. Partagez quotidiennement le plus possible, et si c'est sur Facebook, plusieurs fois par jour, parce que c'est la meilleure façon aujourd'hui de mettre votre message gratuitement sous le nez de vos futurs clients. Ensuite, si vous avez un lead magnet, un ou plusieurs, des aimants à prospects, donc du contenu gratuit que vous offrez, j'ai mis e-book en guise d'exemple, hein, parce que c'est le plus courant, mais ça peut être un webinaire, ça peut être des vidéos de contenu, ça peut être différentes choses, ça peut être une checklist, ça peut être un rendez-vous offert, un audit offert, ça peut être des échantillons, des templates de je ne sais quoi, de tunnels de vente, tiens, par exemple, des templates de pub, n'importe quoi. Si vous avez un produit gratuit comme ça que vous offrez à vos prospects pour qu'ils puissent commencer à tester la qualité de ce que vous proposez et avant de les décider à devenir clients, faites en sorte de les mettre absolument le plus largement possible. Par exemple, s'il s'agit d'un e-book, mettez-en un exemplaire ou un extrait, je veux dire, sur SlideShare, qui est l'extension de LinkedIn pour le partage de vos présentations écrites.
Vous avez également, je sais pas comment on dit ça, ICU, qui est un peu dans l'esprit de SlideShare, qui partage énormément d'e-books, de contenu PDF, qui est très bien aussi pour le référencement, qui vous permet là aussi de vous placer sur le web et même à l'international. Si vous avez un e-book, mettez-le sur les plateformes Amazon Kindle, de façon à le proposer, même s'il est gratuit. C'est une façon de le rendre visible sur une marketplace juste immense, ou sur l'iBook Store pour ceux qui voudraient le proposer sur la plateforme d'Apple. Enfin, ça peut être un podcast, parce que si vous n'êtes pas vidéo, vous êtes peut-être plus audio. Si vous n'êtes pas écrit, vous êtes peut-être plus audio. En tout cas, vos médias peuvent être vidéo, écrit ou audio. Il va falloir que vous communiquiez. Donc, vous avez le choix de la façon de vous exprimer. Si vous ne vous exprimez pas à l'écrit, exprimez-vous peut-être en vidéo. Si vous ne vous exprimez pas à l'écrit, pas en vidéo, exprimez-vous peut-être en audio et faites du podcasting. Et dans ce cas, mettez vos podcasts sur les différentes plateformes, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, bien sûr, et j'en oublie d'autres, Google Podcast. Bref, il y a plein de plateformes aujourd'hui sur lesquelles on peut écouter le contenu de ces audios et qui peuvent être consommés partout. C'est ça l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de l'image. Du coup, si vous avez du contenu qui est vraiment articulé autour d'une pédagogie auditive, eh bien faites-en la promotion sur les différentes plateformes. Et enfin, les salons professionnels qui peuvent, selon la nature de votre activité, là aussi, vous amener à connecter avec votre cible, partager vos offres ou en tout cas votre expertise directement avec votre cible privilégiée en vous rendant tout simplement sur des lieux de rencontre physiques. Voilà le petit tour d'horizon alors j'ai expérimenté chacune de ces choses. Il n'y en a pas une qui soit absolument meilleure ou durablement meilleure qu'une autre. Il faut simplement les expérimenter et voir celle qui est la plus adaptée par rapport à votre métier, mais aussi par rapport à la clientèle qui est la vôtre, comment elle se comporte, où est-ce qu'elle se rend, comment est-ce qu'elle consomme de l'information, de façon à choisir le canal qui est le plus approprié. Je suis à l'écoute de vos suggestions, de vos idées, de vos commentaires. Comment est-ce que vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir des clients, des prospects plutôt d'abord, qui entrent en connexion avec vous? Merci Reven. Dites-moi un petit peu quelles sont vos démarches qui peuvent compléter cette proposition que je vous fais là, qui peuvent peut-être la contrarier, la contredire. Dites-moi. Je suis à l'écoute aussi de vos critiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des oublis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent complètement dépassées, désuètes? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez eu des retours extraordinaires? Le bouche à oreille, effectivement. Voilà, c'est tellement logique que tu vois, j'en ai même pas parlé. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Alors, dans partenariat, effectivement, on peut mettre... après partenariat, bouche à oreille, et je pensais également, du coup ça me donne l'idée de tout ce qui est lié au parrainage finalement, où vous rendez vos propres clients ambassadeurs de votre offre, hein, puisque vos clients actuels sont les meilleurs prescripteurs pour faire les vendeurs à votre place. La capsule du mardi, une vidéo sur LinkedIn, Facebook, YouTube. Voilà, effectivement, très bonne chose. La régularité prime de toute façon quand vous partagez du contenu, e-book sur Amazon. Pas forcément le vendre. On peut le proposer gratuitement sur la plateforme Kindle. Le tout, c'est qu'il est vraiment le format e-pub. Donc, c'est pas un PDF tout simple. Voilà, il faut une mise en forme textuelle. On n'est pas très libre du coup sur la qualité graphique de l'e-book, mais en tout cas, s'il est bien référencé, ça permet de le rendre visible sur une plateforme juste gigantesque qu'est Amazon et qui est l'un des premiers vendeurs de livres au monde. Je crois que c'est peut-être même la première librairie en ligne. Donc c'est quand même pas négligeable. Merci pour ces quelques idées qui complètent bien.
partage de listes, donc quand on est entrepreneur sur le web et qu'on fait de l'email marketing, on peut tout simplement communiquer le produit du copain auprès de sa propre liste, sa liste d'inscrits, sa liste email, ou alors ça peut être à l'inverse, c'est-à-dire que le copain peut parler de son produit auprès de sa liste, auprès de son audience. Donc c'est toujours dans l'idée de comment on fait pour s'échanger les audiences et faire en sorte que ce qui peut avoir une valeur ajoutée à ma communauté et qui ne vient pas, je dirais, en conflit d'intérêt, en conflit d'intérêt avec mon propre business, puisse être directement offert à une clientèle comparable chez un copain. Quand je dis copain, ça peut être là aussi un partenaire, hein, tout dépend comment on voit les choses. Voilà, j'espère que ça éclaire un petit peu. Pas de souci pour le retard. Alors, bon, vous entendez que ça sonne à la porte, je ne vais pas me précipiter, je suis avec vous. S'il y a des commentaires, je les prends. Créer une chaîne YouTube avec des interviews entre entrepreneurs. Oui, c'est une excellente façon de démarrer, surtout quand on veut démarrer une chaîne YouTube et augmenter sa visibilité. C'est l'une des premières choses que l'on recommande de faire. D'ailleurs, Russell Brunson le recommande très largement, hein, c'est-à-dire dresser une liste des 100 plus grands influenceurs potentiels, des 100 plus grands mentors professionnels de son secteur, qu'on irait comme ça solliciter pour des interviews, de façon à augmenter votre visibilité, parce qu'à partir du moment où vous allez interviewer des gens qui ont plus de visibilité, plus d'audience que vous, le simple fait de mettre leur nom sur la vidéo va attirer une partie de leur audience sur votre propre chaîne. Donc c'est un super levier. Après, bien sûr, il faut savoir se rendre suffisamment intéressant, attractif aux yeux des personnes que vous allez interroger, parce que tous les influenceurs ne sont pas hyper disposés à le faire, ni forcément très disponibles. Mais la théorie des petits pas fonctionne bien, donc on peut commencer effectivement comme ça par en approcher quelques-uns et élargir progressivement sa liste, l'étendre peut-être jusqu'aux plus gros influenceurs. Mais il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça, hein. C'est le cas de David Laroche, c'est le cas de Lilou Massé, si vous connaissez, voilà, dans différentes sphères, dans différentes thématiques. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti leur succès, en démarrant avec des séries d'interviews faites à la chaîne. Ça prend du temps, mais ça fonctionne bien. Yes. Alors la durée des vidéos, il n'y a pas de règle, c'est vraiment la qualité du contenu qui prime. D'une manière générale, les toutes petites vidéos ont un inconvénient. Quand je dis toutes petites, c'est celles qui font 2-3 minutes, moins de 10 minutes, ont un inconvénient, c'est que elles ne sont pas une durée suffisante pour offrir à l'algorithme YouTube l'indice qu'il préfère, c'est-à-dire que lui, il se nourrit sur le watch time. L'objectif de YouTube, et c'est comme ça que fonctionne son algorithme, donc je me répète, mais c'est de dire on a besoin de gens qui restent longtemps sur la plateforme, donc il faut qu'ils aient de l'intérêt pour une vidéo. Donc des vidéos longues, d'une manière générale, auraient la préférence de YouTube. Sauf qu'il faut qu'elles soient longues, mais captivantes. Parce que si vous avez des vidéos qui font 1 heure, mais que les gens abandonnent au bout de 2-3 minutes, c'est foutu. Donc, le bon format, c'est d'arriver à retenir des personnes sur votre vidéo, plus de 50% de leur durée. Et donc, si vous avez une vidéo qui fait plus de 10 minutes, 10-12 minutes, jusqu'à 20 minutes, on dit que c'est le format idéal. Après, il y a des exemples qui démontrent aussi que certains arrivent à repartager des conférences qui durent plus d'1 heure et qui génèrent beaucoup d'engagement, beaucoup d'intérêt. Donc c'est vraiment surtout la qualité qui va faire la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais arrêter ce partage déjà et revenir avec vous. Hop.
Voilà, et n'oubliez pas, communiquer de manière authentique, parce qu'il n'y a que ça de vrai, c'est que quelle que soit la façon dont vous entrez en relation avec votre cible, restez vous-même, soyez vraiment fidèle à vos valeurs, faites preuve d'un maximum de cohérence avec vous-même, avec ce que vous proposez. Pensez toujours à votre client d'abord, plutôt qu'à votre produit ou le service que vous proposez. C'est comment je peux faire plus, comment je peux faire mieux, comment je peux aller plus loin pour mon client. Et ça, c'est vraiment ce qui primera toujours dans la réussite de votre business. Alors en tant que photographe, d'abord en local, parce que la majorité des business des photographes sont dans un rayonnement local. Donc là, ça peut être Google My Business. On a un expert de ça ici, c'est Adrien Penacchia. Donc il faut le solliciter parce qu'il a créé une petite formation qui est vraiment excellente et qui est très efficace pour se rendre visible dans son périmètre géographique et faire partie des premiers sur Google. Donc battre tous les scores de référencement grâce à sa méthode. Et effectivement, le business de photographe, c'est très différent de ce qu'on peut faire sur le web. Pour autant, on a les mêmes moyens de communiquer, si ce n'est quand même avec même un avantage quand on est photographe, c'est que vous avez quelque chose à montrer. On a un résultat visuel de ce que vous produisez, là où le résultat n'est pas visuel quand on est sur du coaching. Le résultat, ça va être ce qu'on apporte à notre client et la façon dont lui va développer son business, par exemple. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut montrer de la même manière qu'un joli visuel quand on est photographe, quand on est graphiste, webmaster, où là c'est très concret et on le voit tout de suite. Et l'avantage aussi, c'est que quand on a un site internet avec un portfolio, eh bien, les photos qu'on publie dessus sont un des meilleurs boosters pour le référencement de votre site. Donc si vous choisissez bien le nom des images que vous uploadez dans votre portfolio, ça va jouer en votre faveur pour votre référencement. Alors Penacchia, c'est P-E-2-N-A 2-C-H-I-A. Avec plaisir. Bien, s'il y a d'autres questions, j'y répondrai en différé. En tout cas, merci d'avoir interagi, merci d'avoir été là. J'espère que vous tirerez quelques profits de ce live et que vous mettrez donc en pratique quelques-uns de ces conseils. Si vous en avez d'autres, allez-y, commentez. Et si vous avez des questions, je suis là. À très vite et je vous souhaite une super journée. Ciao.